Agréable dimanche à tous et merci de rester fidèles à droit de réponse au cours de ces 90 minutes d'immersion dans le monde de l'actualité de la semaine. Nous reviendrons sur la session de plein droit du Sénat, une session qui s'est ouverte cette semaine sous forte tension. On parlera aussi de l'affaire Mida qui a défrayé la chronique durant ces 2 dernières semaines avant de clôturer à l'international par l'affaire Vincent Bolloré, bien sûr en interrogeant l'impact et même les effets que cela pourrait avoir sur le continent africain. Ces sujets seront décryptés par l'ensemble de nos invités présents en studio. Mais avant de vous les dévoiler, on va comme à l'accoutumée accueillir Flavien Ndongo qui est chargé justement de nous donner ces informations telles que traitées par la presse tout au long de la semaine. Bonjour Flavien et bienvenue. Bonjour Kate et bonjour à tous nos invités. Et ce dimanche encore, je le disais tout à l'heure, comme tous les autres dimanches, nous sommes à votre écoute pour le traitement de ces différents sujets d'actualité. C'est vrai qu'on a choisi on a ciblé en tout cas les journaux qui ont traité des questions qui vont également être traitées aussi par les panélistes ce jour. Alors, pour ce qui est donc de ces sujets, comme vous le savez, la presse n'a raté aucune occasion de revenir sur ce qu'on a évoqué comme étant l'affaire du Sénat avec l'ouverture de cette session plénière des pleins droits. D'ailleurs, la nouvelle expression de cette semaine du mardi, notamment 24 avril, a fait savoir que la configuration du bureau de la Chambre haute fait donc l'objet de nombreuses tractations et même interrogations sur cette question, donc en vue de régler, bien entendu, d'autres faits. Le journal est revenu sur ces différents et parle notamment, selon le rédacteur de l'article, pour dire que plusieurs opportunités se sont offertes donc au RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc le quotidien privé n'a pas manqué de relever que l'un des sénateurs du Social Democratic Front a également rappelé que le doyen d'âge, qui n'est autre que Chief Victor Mokete, ne peut pas donc présider la session de plein droit parce qu'il est président du conseil d'administration donc de la Camtel, dont cumulard, toute chose qui va donc à l'encontre des textes. Sur cette question, le journal Info Matin a souligné que ce sont des incompatibilités qu'il faut donc éliminer pour avoir un Sénat pur. Selon le quotidien, les sénateurs doivent donc choisir soit rester sénateurs ou encore démissionner du poste de PCA ou alors l'inverse. La nouvelle expression ne rentre pas dans ce jeu, mais le journal fait savoir simplement qu'il y a une livraison, en tout cas, qui a présenté quelques visages et cité même des noms de ceux qui doivent opérer le choix. Le journal très hebdomadaire Le Soir fait savoir également que ces sénateurs cumulards sont donc dans l'embarras depuis quelque temps. Le journal rappelle que les voix se sont même d'abord élevées pour dénoncer les sénateurs qui cumulent leur fonction de sénateur avec une autre fonction. Pourtant, les textes donc du Sénat ne sont pas favorables au cumul de postes. Pour l'anecdote, le Conseil constitutionnel ne badine pas. Le président Clément Atangana invite d'ailleurs simplement ces derniers à faire le choix, sinon la loi va agir, et le rédacteur d'ajouter que la guerre est désormais ouverte à ce sujet. Voilà un peu le traitement que la presse a réservé à ce premier sujet. Le second, comme vous le savez, vous avez évoqué le cas de l'affaire Mida qui fait également grand bruit dans la presse et les journaux n'ont pas raté l'occasion, comme par exemple le quotidien Info Matin qui souligne, et selon bien sûr le ministre de la Communication, que la Mida, dans ses envolées, donc s'apprêtait à organiser une insurrection au Cameroun. Le même journal fait savoir que dans un communiqué rendu public, Issa Diouma Bakari renseigne que le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'effet donc de procéder au remboursement des frais intégrés donc ou tout au moins extorqués par ces victimes. Les victimes qui ont également organisé un mouvement, c'est-à-dire s'asseoir devant la structure pour dire qu'il faut simplement rembourser l'argent. Et là, justement, on a lu dans la presse que les autorités ont également organisé une incursion donc dans le domicile, dans ces bureaux, et qui aujourd'hui on a fini par trouver beaucoup d'argent selon notamment la presse. Et le journal Hot News dit plutôt que cette affaire est donc une grosse escroquerie, la plus grosse du siècle au Cameroun, dont des Camerounais qui ont fait mieux que l'américain Madoff. L'hebdomadaire bilingue souligne que des promoteurs de l'ONG Mida promettaient justement 600% de taux d'intérêt pour l'élargissement ou l'épargne donc de chaque adhérent. Le journal nous apprend par la suite qu'une perquisition a donc a eu lieu pour dans ces lieux-là pour avoir trouvé beaucoup d'argent. On parle en termes de milliards de francs CFA. Et là, le gouvernement qui a eu l'occasion de compter cet argent a plutôt trouvé 3 milliards au lieu de
13 milliards tel qu'annoncé par ces derniers. C'est également contenu dans le journal, le même journal Hot News qui est revenu sur cette question. Le journal également qui parle de ce sujet, il s'agit de Cameroun Tribune qui fait savoir que c'est plutôt une assurance. En tout cas, il est hors des questions de connaître encore une autre crise à la suite de tout cela parce qu'on sait déjà que le Cameroun est bousculé dans plusieurs régions à cause des crises, notamment la crise anglophone et même dans l'extrême nord. Donc aujourd'hui, le Camida ne devrait donc pas accorder cette occasion au Cameroun pour pouvoir vivre dans ces moments. Et vous parlerez sans doute, Kédiara, de l'affaire Bolloré qui fait également grand bruit dans la justice française. Française et également africaine, Flavien, parce que tout au long de ce programme, d'ailleurs, on l'a dit, on reviendra notamment sur les effets de cette affaire sur le continent africain qui est le principal concerné. Justement, merci à vous, Flavien, pour cette revue. On va se retrouver dimanche pour le même exercice, si Dieu le veut bien. Avec le même plaisir. Et à votre suite, on va passer à la présentation du panel de cette émission. On va commencer par un représentant du Social Democratic Front sur ce plateau. Il a fait le déplacement pour Yaoundé. Il est connu notamment pour ses prises d'opposition assez sévères au sujet des différents sujets d'actualité qui vont fuser au cours de la semaine. Il est entre autres le vice-président régional du Social Democratic Front justement pour la région du Centre. Nous avons invité sur ce plateau Monsieur Parfait Vouma. Bienvenue à vous, monsieur, et bonjour. Bonjour, madame, bonjour à tout le panel et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox. Et également à votre suite, un autre invité qui a fait le déplacement, cette fois-là de Bafoussam, il est journaliste et il a bien voulu répondre à notre invitation. Il s'agit de Joseph Olinga également, à qui on va souhaiter la bienvenue. Bonjour. Bonjour Kate et bonjour aux panélistes ainsi qu'à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Troisième invité à être présenté ce midi, il s'agit de Zozo Foting, qui est entre autres essayiste, membre de la société civile. Lui également, il est connu pour ses prises d'opposition et notamment pour l'investigation profonde qu'il a faite sur l'affaire Mida. Il est là ce matin pour en parler avec nous. Bonjour Zozo Foting et bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous mes co-panélistes et aux millions de téléspectateurs qui regardent Equinox TV. Le dernier, mais pas le moindre, il s'agit d'un avocat également qui est connu, lui également pour ses prises d'opposition, en la personne de maître Simon Serge Kakak, à qui on va souhaiter la bienvenue également. Bonjour Kedjaha, bonjour à tous les copanélistes. Et surtout bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Permettez-moi, Kate, d'envoyer un salut particulier à l'un de vos fidèles auditeurs. J'ai nommé mon aîné Richard Malangue qui est à l'écoute. Et bien entendu, une téléspectatrice qui vous suit toujours. Et elle, c'est Madame Catherine Songola. D'accord. Merci à ces téléspectateurs fidèles de rester connectés tout au long de ces 90 minutes parce que justement, on plonge dans l'actualité et le premier sujet qui sera abordé au cours de cette édition de droit de réponse est bien sûr la session de plein droit qui s'est ouverte mardi dernier. Une session sur haute tension. Pourquoi? Parce que justement, un sénateur SDF a profité de l'occasion pour relever le problème d'incompatibilité de certains sénateurs au sein de la Chambre haute. On en parle justement avec vous, maître Simon Serge Kakak. On sait que l'article 22, alinéa 1 du Sénat, justement, va encadrer la notion d'incompatibilité. On aimerait avec vous revenir justement sur le contenu de cet article-là. Quand et comment est-ce qu'on va considérer un sénateur comme cumulard? Oui, en fait, vous faites bien de le dire. Avant de répondre précisément à votre question, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à ce sénateur du SDF qui a bien fait son travail. Parce qu'en fait, oui, tout à fait, c'est ce travail que nous attendons de nos parlementaires. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez la composition de ce Sénat, vous vous rendez compte que c'est 87 sénateurs RDPC contre 13 sénateurs de l'opposition. Vous voyez que la balance est déséquilibrée. Donc si les sénateurs de l'opposition ne profitent pas de tribunes comme celle-là, ils ne joueront jamais leur rôle. Donc il faut féliciter ce sénateur du SDF. Maintenant, pour revenir à votre question, je dois d'abord vous faire observer que lorsqu'on parle d'incompatibilité du point de vue général, vous comprenez, il y a des objectifs précis qu'on recherche. La première chose ici, c'est qu'il faut assurer l'indépendance du parlementaire. Vous comprenez, il faut assurer son indépendance et bien entendu, on évite ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Donc c'est en fait, c'est ça l'idée qui est développée à travers ces dispositions. Maintenant, ce que je veux vous dire, à quel moment il y a incompatibilité?
Vous savez, il y a une habitude qu'on a prise dans ce pays où on confie des responsabilités, plusieurs responsabilités à une seule personne. Et parfois, toutes ces responsabilités sont incompatibles. Il est totalement incongru d'avoir un sénateur qui est représentant légal d'une entreprise publique. Je pense que c'est le cas du PCA. Du fonds de oui. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque vous regardez comment fonctionnent les sociétés anonymes, parce que la Camtel, je pense que la Camtel fonctionne sous la forme d'une société anonyme. Et le vrai patron d'une société anonyme, c'est le président du conseil d'administration. Donc vous ne pouvez pas être président du conseil d'administration et être en même temps parlementaire, ça veut dire député ou sénateur. C'est la première chose. Donc, en fait, la première chose, la première hypothèse d'incompatibilité ici, c'est ceux-là qui sont les élus du peuple. Au même moment, ils sont ce qu'on appelle ordonnateurs des dépenses dans les entreprises. Donc, c'est la première incompatibilité. La deuxième incompatibilité, ça également, il faut le noter, vous ne pouvez pas être sénateur et membre du gouvernement. C'est une totale incompatibilité. Maintenant, je voulais revenir sur le cas qui est posé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, parce que je pense que les cas comme ceux-là, au Sénat, c'est des cas que nous avons dans plusieurs hypothèses, dans plusieurs situations dans ce pays. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on décide, lorsqu'on prend la décision de devenir un parlementaire, c'est-à-dire un sénateur ou un député, il faut renoncer à toutes les autres fonctions qui sont incompatibles avec la fonction parlementaire. Donc je pense que c'est cette idée qui est développée à travers l'article 22 du code, comment dirais-je, qui régit le Sénat. Du Sénat, oui. Donc c'est ça, le règlement du Sénat. C'est ça le problème. Donc grosso modo, ce que vous devez noter, c'est que vous ne pouvez pas être parlementaire et membre du gouvernement. Vous ne pouvez pas être parlementaire et ordonnateur de dépenses dans une entreprise. Et puis je tiens à le préciser, et je rappelle ici, que le vrai patron d'une société anonyme, dans le contexte OIDA, c'est le président du conseil d'administration. Donc pourquoi avoir attendu aussi longtemps, maître, pour dénoncer cette incompatibilité? On sait qu'en 2013, on avait le même sénateur qui était déjà présent et qui donc était un cumulard. Pourquoi est-ce qu'il a fallu une deuxième mandature pour que ce point précis soit relevé par ce sénateur? Oui, en fait, une lecture est répandue aujourd'hui dans l'opinion publique camerounaise. C'est que le premier Sénat, c'est-à-dire le Sénat tel qu'il a été constitué. Celui de 2013. Celui de 2013. Tout le monde a le sentiment que ce Sénat n'a pas fait son travail. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tenu à adresser mes félicitations à ce parlementaire SDF qui est vraiment dans son rôle. Parce que le premier Sénat, on a eu l'impression que ce Sénat n'a pas travaillé. Parce que lorsque vous prenez la Constitution, il faut que cela soit dit. Lorsque vous prenez par exemple la Constitution, pour donner juste une petite illustration, lorsque vous prenez la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1987, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Il y a deux textes qui donnent beaucoup de pouvoir au Sénat. Il y a l'article 20 qui vous dit clairement que le rôle du Sénat consiste à représenter les collectivités territoriales décentralisées. Et la même loi vous dit, en son article 55, qu'au Cameroun, il y a deux types de collectivités territoriales décentralisées. Il y a la commune et il y a la région. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que la Constitution de la République du Cameroun a conféré des pouvoirs au Sénat de jouer un rôle de premier plan. Mais ce qui se passe d'une manière générale, c'est qu'on a le sentiment que les sénateurs, quand ils vont là-bas, ils ne jouent pas leur rôle. Maintenant donc, il y a des sénateurs qui arrivent, et surtout que c'est des sénateurs de l'opposition qui viennent avec une autre façon de voir les choses, qui commencent à dénoncer. Je pense que ces thèses vont commencer à être appliquées. C'est pour ça que, personnellement, je me réjouis de cette posture du sénateur SDF qui donne vraiment le sentiment qu'il va jouer son rôle au cours de cette mandature. Il vaut mieux tard que jamais. On rappelle que le SDF s'était notamment fait remarquer lors de l'année 2017, la fin de l'année 2017, lorsqu'il s'était opposé. Il avait perturbé notamment les travaux de l'Assemblée nationale. De toutes les façons, on est en train de parler de ce Sénat qui commence plutôt bien, on va le dire. Et il y a également, parfait Voum, que la notion d'incompatibilité ne s'applique pas au Tif Moukete. Il y a plusieurs sénateurs qui sont touchés par cela. Et on a d'ailleurs vu au cours de la semaine la nette évolution qu'il y a eu sur la thématique. Mais comment comprendre que le président de la République ait quand même pu nommer des sénateurs en sachant que ces messieurs avaient quand même la chance d'être frappés par le coup d'incompatibilité? Est-ce que le président a voulu les mettre dos au mur, ou alors il s'agit tout simplement d'un président qui ne maîtrise pas parfaitement les hommes qui font son gouvernement? Ben, je pense que c'est à la fois
ce manque de suivi des dossiers de nomination du président de la République et aussi une certaine incompétence même dans les nominations. Parce qu'on a beau dire que les nominations sont discrétionnaires, on se rend compte que en réalité, il y a toujours des problèmes. Et je vais vous rappeler que au-delà du Sénat, c'est un problème structurel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même dans d'autres domaines, il y a toujours des problèmes d'incompatibilité. Par exemple, il y a des ministres qui sont PCA dans 2, 3, 4 structures. Or, ça ne devrait pas être le cas, parce qu'on ne peut pas être ministre et PCA. Et pourtant, il y a eu une loi en 1999 sur les entreprises publiques et parapubliques qui interdit complètement ce type d'incompatibilité. Et je peux aller plus loin pour dire que en 2016, en octobre 2016, on a justement adopté le règlement du Sénat. Donc, dès cet instant, on pouvait déjà empêcher un certain nombre de cumuls. L'opposition a essayé de le faire. Et là, je parle de la vraie opposition parce que Maître a semblé dire qu'il y a 87 sénateurs du RDPC et 13 de l'opposition. Mais en réalité, il y a 93 sénateurs du RDPC et puis 7 de l'opposition du SDF. Ceux qui sont élus sont les sénateurs réels, parce que les autres ne vont que suivre. Un sénateur nommé ne pourra jamais lever l'équivoque du sénateur SDF. Donc c'est pour dire que depuis 2016, il y a eu la loi de règlement du règlement intérieur du Sénat qui a été adopté et promulgué par le chef de l'État. Il était donc question que dès ce moment, que ceux qui cumulent cèdent l'une de leurs fonctions. Exactement. Parce que c'est injuste d'ailleurs que au moment où on a besoin d'emploi, au moment où on a besoin de la répartition, de la diffusion du pouvoir, que les uns concentrent ce pouvoir. Et vous constaterez donc qu'il y a au moins 8 PCA qui sont sénateurs. Il va falloir faire quelque chose. Et pour le cas spécifique de Chief Moukete, c'est quand même gênant d'apprendre qu'un aîné, un père qui a 100 ans, qu'il cumule les fonctions de PCA d'une suprastructure comme Camtel. Et peut-être qu'on pourrait comprendre aujourd'hui pourquoi cette structure ne fonctionne pas de façon optimale. Parce que PCA à 100 ans, je suis sûr qu'il ne maîtrise plus suffisamment les chiffres de cette entreprise. Et en plus de cela, il est sénateur depuis 2013. Il y a quelque chose... Il aura forcément plus suffisamment de temps pour se concentrer sur son emploi. Puis même de façon physique, biologique, je suis désolé de le dire, c'est pas évident. Donc voilà la réalité du pouvoir au Cameroun et on est habitué à violer les lois. Les lois comme celle-là, on est habitué à violer la Constitution. Vous savez qu'il y a des articles qui ne sont pas respectés dans la Constitution depuis 1996, notamment celle relative à la déclaration des biens. Donc, on est qui pourrait jusqu'ici juguler le problème de détournement de fonds. Voilà, qui pourrait, mais on refuse délibérément de le faire. Peut-être parce que le président lui-même sent qu'il peut être victime de cette affaire. Donc voilà un peu le contexte politique dans lequel nous nous trouvons et pour lequel il va falloir faire un effort pour que les choses bougent. Très bien. Joseph Odinga, parfait, vous me l'avez dit, les différents sénateurs cumulards, comme on les appelle dans la presse, comme on les a appelés dans la presse tout au long de la semaine, seront appelés finalement à choisir entre les fonctions de PCA ou alors de directeurs généraux et la fonction de sénateur. Alors c'est clair que l'aperçu qu'on a du traitement de l'actualité nous fait clairement comprendre que pour la plupart ce sera le Sénat. Ils vont sacrifier leur fonction de PCA, sauf que toujours dans cette même presse on apprend qu'il y a l'un de ces sénateurs qui refuse de choisir entre les deux. Il s'agit de Calvin Zan Oyono qui est en ce moment le directeur général de la CODCO. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Est-ce qu'on se retrouvera en train de choisir à sa place ou alors il perdra à la fois sa fonction de sénateur et celle de directeur général? Ce qui m'étonnerait, parce que je pense qu'il ne faut pas ignorer que lorsque les gens, de plus en plus en tout cas l'observation, lorsque les gens décident d'avoir certains mandats électifs, c'est beaucoup plus souvent pour avoir
une certaine immunité. Hein, il faut pas qu'on l'ignore. Donc, pour vous, c'est clair que ce sera le Sénat. Je pense que au plan de la forme, des gens feront des choix, mais on sait bien que ce sera juste pour la forme. Et je suis un peu surpris qu'on cite juste quelques noms. En réalité, lorsque vous regardez que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, vous allez remarquer que en réalité, près de 80% des personnes qui y sont dans des situations d'incompatibilité, sont dans des situations qui ne leur permettent pas de siéger au Sénat, parce que lorsque vous avez un homme d'affaires qui devient sénateur ou député et qui doit légiférer, il est évident que les décisions qu'il prendra ou les lois, le sens qu'il va donner aux décisions qu'il est censé prendre, sera forcément dans son sens. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous imaginez, par exemple, pour la région de l'Ouest, dans laquelle je vis en ce moment, est-ce que vous imaginez que celui qui est la tête de liste du RDPC aujourd'hui et qui par ailleurs a le monopole sur la vente du poisson au Cameroun, si jamais il était question de prendre une décision, s'il est question aujourd'hui, c'est un exemple que je prends, de prendre une décision pour démocratiser ce secteur-là, vous imaginez qu'il le fera? Il va manœuvrer pour avoir ce monopole. Et il y a plein d'exemples comme ça au Sénat. Donc, il y a juste quelques cas. Peut-être que c'est à titre d'illustration qu'on a mis ces cas-là dans la presse. Mais regardons de près, que ce soit, j'ai entendu par Fenvoum et Maître Kaka beaucoup plus parler des entreprises publiques et parapubliques. Mais je dis, il y a un problème parce que lorsque ces hommes d'affaires-là, qui ont des entreprises même, et qui sont sénateurs dans le même temps, se retrouvent au Sénat et à l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Et je suis, si la presse y va en profondeur cette semaine, vous constaterez que tous ceux qui obtiennent ces mandats de sénateurs ou de députés sont des gens qui, dans les faits, sont en incompatibilité dans ce rôle. Juste un bémol, hein, oui. Si tu permets, allez-y. Pour dire à mon cher Olinga que nous nous sommes arrêtés à ce que dit la loi. C'est-à-dire que l'incompatibilité prévue par la loi n'intègre pas les hommes d'affaires. Je vous comprends bien, mais je dis lorsque les spectateurs ne se perdent pas. Oui, je le dis. La loi a fait un cadrage par rapport aux incompatibilités et n'a pas prévu le cas des hommes d'affaires. Malheureusement, il faut constater qu'il y a des conflits d'intérêts. On pourra apporter quelques modifications, mais pour le moment... Justement, c'est le temps. Peut-être que l'occasion de ce débat nous permet de constater que la notion de cumul est même assez rétrécie, parce que il y a forcément des conflits d'intérêts lorsque les gens opèrent dans certains secteurs d'activité et qu'ils se retrouvent à des postes où il faut légiférer éventuellement sur les activités qui sont censées mener. Je pense que c'est même l'occasion aussi de soulever cette question et d'élargir un peu plus la réflexion dans ce sens. D'accord. On sait également que jeudi dernier, les 4 bureaux de vérification des cas de compatibilité ont été élus. Et la loi prévoit que ces bureaux sous 72 heures puissent publier les procès-verbaux justement de ce qu'ils auraient pu avoir en termes d'observation et finalement de fouilles. À quoi pourrait-on s'attendre finalement au terme de ces 72 heures? Bien, je ne vais pas aller dans la boule de cristal, mais nous savons bien que... Vous semblez parler tout à l'heure de la subjectivité de ces sénateurs. Est-ce qu'au sein de ces bureaux, ils feront exactement le travail pour lequel ils ont été élus? J'ai commencé par le dire, au plan de la forme, il y a des gens qui vont abandonner certains postes, mais dans la réalité, ça peut être gros, que je le dise comme ça, mais s'il faut faire ce travail-là, ici, dans les 72 heures qui sont attendues, s'il faut faire ce travail-là, en réalité, 80 sénateurs devraient démissionner. Ce sera à refaire alors? Bon, mais maintenant, lorsqu'on parle du postulat que, en réalité, les gens deviennent sénateurs, députés ou maires au Cameroun, parce que ils se sont fait de l'argent, parfois de manière assez rocambolesque, et estiment que lorsqu'ils y vont, c'est pour avoir certaines immunités, ou alors certains deviennent sénateurs parce qu'ils pensent qu'ils opèrent dans des secteurs où ils ont besoin de cette écharpe-là pour opérer dans le trafic d'influence. Il est
fort à craindre que au terme de ces 72 heures-là, qu'on démissionne qui que ce soit. Et puis, peut-être je vais revenir à Parfait Mvoum. En réalité, peut-être qu'au plan objectif, un PCA devrait être ce qu'il a dressé comme schéma, mais on sait bien la vacuité de ce poste au Cameroun. On sait que généralement les PCA dans les entreprises parapubliques, ça ressemble un peu à des petits strapontins qu'on donne aux amis et aux copains pour les ménager et pour qu'ils aient un peu d'argent de poche. Avant de revenir à vous, maître Simon Sèche-Kaka, qu'on va donner également la parole à Zodjou Fotsing, sa première prise de parole sur le sujet, beaucoup d'analystes et même de commentateurs sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'avec cette action, le SDF vient encore de se démarquer. On faisait allusion tout à l'heure à l'opération Blocus qui a eu lieu au Parlement durant la fin de l'année 2017. Quel est l'effet qu'une telle action, que de telles actions à répétition venant du SDF peut avoir sur les potentiels électeurs? Moi, je vais peut-être décevoir tout le monde. Vous savez, ce que le SDF essaie de faire aujourd'hui, oui, on peut saluer l'action, mais il y a un moment donné dans la vie où, quel que soit le médicament qu'on administre à un individu, il ne peut plus se lever du lit. Et nous sommes dans cette situation-là. Ça dit, l'action que le SDF a menée en fin d'année 2017 au Parlement, l'opération Blocus, n'a pas abouti à un résultat. Ça dit qu'après avoir tout bloqué, on s'est retrouvé dans la même situation. Aujourd'hui, on parle le même SDF qui, peut-être dans sa volonté de changer les choses, tente de rappeler quand même au sénateur qu'il y a un règlement qui régit les règles du Sénat et qu'il n'est pas possible qu'un président du conseil d'administration se retrouve au Sénat. Justement, ce sénateur SDF vient même questionner la lucidité du chef de l'État. Parce que si le chef de l'État lui-même va nommer un monsieur qui est président du conseil d'administration, directeur de telle entreprise, au Sénat, en violation de la loi que lui-même il a promulguée, on arrive à se poser des questions. Est-ce que c'est le chef de l'État qui nomme les sénateurs? Bon, maintenant, ce blocus, cette révélation ou même cette résistance du SDF au Sénat aujourd'hui va avoir effet comment lorsque nous savons qu'il n'y a que 7 sénateurs élus du SDF aujourd'hui dans cette haute chambre du Parlement là. Mais à 7 sénateurs, cela n'a pas empêché que le SDF puisse justement mettre le doigt sur un problème qui aujourd'hui est en train d'intéresser beaucoup de monde et oui, la preuve on en parle. Justement, le problème intéresse le monde. Le SDF a parlé de la question du problème anglophone en 2017. Oui. Aujourd'hui, il savait que la seule réponse qui avait été donnée était la création d'un ministère de décentralisation et qui n'est pas venu résoudre le problème parce que pour moi, je dis, il ne faudrait pas qu'on perde assez de temps pour des choses qu'on ne va pas aboutir. Pas pour dire que cette action n'est pas amenée, cette action est amenée, mais attendre que cette action porte ses fruits dans ce gouvernement, dans ce système, avec les mêmes hommes qui nous ont causé du tort hier, qui sont encore là aujourd'hui, avec le même chef d'État qui nomme les sénateurs en violation de la loi que lui-même il a promulgué. Moi je vous dis, je n'attends pas. Ce qu'on va faire, ça va faire beaucoup de commentaires, ça va faire les unes des presses, ça va faire des analystes viendront sur le plateau, dire leur volonté de changer les choses, mais en fin de compte, peut-être on va créer un ministère pour le Sénat, et puis basta. On passe à un autre scénario. Vous êtes bien pessimiste ce matin. Parfait, vous avez le besoin, le désir de répondre à Zodjou Fotsing? Oui, parce que il est pessimiste, je comprends son pessimisme, mais il faut dire que le SDF est en République. Et il a le devoir de faire bouger les choses et puis de dire aux Camerounais, nous avons fait, ceux d'en face n'ont pas voulu bouger et que le Cameroun est en train de s'enfoncer, le SDF n'est pas responsable de cela. Vous savez, au départ, on a dit que les uns les autres ont pensé que le SDF ne devait pas aller aux élections sénatoriales. Mais nous sommes allés parce que justement, nous avons choisi la voie des urnes. Nous nous sommes dit, il faut toujours aller aux élections. Le nombre que nous avons ne va pas nous empêcher de relever tous les couacs qu'il y a, soit au Sénat, soit dans ce pays. Et chaque fois que nous allons le relever, c'est ça faire de la politique, chaque fois que nous allons le relever, si en face, le pouvoir ne fléchit pas ou ne fait pas bouger les choses,
il sera responsable de la déclinaison de la République. Et le SDF dira, oui, nous avons joué notre rôle en tant que parti d'opposition, en tant que premier parti de l'opposition, et puis les Camerounais jugeront. Et justement, la crise anglophone, elle s'enlise, mais tout le monde reconnaît, tous les acteurs reconnaissent que le SDF a joué son rôle et suffisamment joué son rôle. Nous avons protesté, nous avons fait des marches, nous avons boycotté, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Le SDF n'a pas les armes pour déloger le pouvoir de Yaoundé. Encore qu'il a dit, le SDF a dit que non, ce n'est pas ce qu'il va faire. Le SDF est obligé de relever toutes les incohérences de ce système chaque fois que l'occasion se présente. Et nous disons bravo à ce sénateur, même s'il était seul, bravo à ce sénateur qui essaie de relever. Notre rôle également est de dire, mon frère Parfait Voum, que à un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce que les actes que nous posons peuvent aboutir à un résultat? Moi, je le dis généralement dans mes livres que on ne peut pas emprunter une démarche médiocre dans l'espoir d'une excellente finalité. Peut-être nous avons voulu ne pas voir le SDF aller au sénatorial. Vous êtes partis, vous êtes assortis avec 7 députés. Justement, ces 7 sénateurs, autant pour moi, feront bouger la République. Mais en termes de résolution ou des attentes du peuple, ces 7 députés, à part bouger les lignes de la République et dire je joue ma partition, nous ne pourrons pas changer les choses. C'est justement de ça qu'il s'agit. Donc je salue leur bravo parce qu'ils s'inscrivent dans une logique républicaine. Sauf aussi que la République est un concept plein de manipulation. Donc personne ne peut donner sa définition exacte parce que justement, dans la République, il y a des sénateurs qui cumulent les fonctions. Et je suis même sûr que certains sénateurs nommés par le président de la République au sein du SDF pourraient accepter cette nomination en cumulant des fonctions, en violation de la loi, parce qu'à un moment donné, on se demande qu'est-ce que les gens cherchent exactement dans la République, le gain personnel ou l'avancement de la nation. D'accord, je vous remercie. Maître Simon Sechkaka, qui également qu'on parle dans cette notion de cumul de fonctions de chef traditionnel. Mais avant de revenir sur ce point précis, vous voulez réagir tout à l'heure sur les dires de Parfait Voum. Oui, en fait, je voulais vraiment réagir pour rebondir sur ce que disait M. Zodjou. En fait, je pense qu'il ne faut pas minorer l'action des sénateurs. J'ai d'ailleurs salué. Attendez, s'il vous plaît, En fait, il ne faut jamais minorer l'action d'un parlementaire. Je suis d'accord avec vous qu'en face, c'est un rocher, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dans une posture d'immobilisme, dont ils ne veulent aucun changement au pays. Ça, c'est vrai. Mais cela ne doit pas empêcher celui-là qui a le privilège d'être dans ces champs parlementaires de jouer son rôle. Et je pense que à travers cette action, les SDF, comment dirais-je, confortent sa posture de parti leader de l'opposition. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à comprendre qu'effectivement, en dépit de son nombre qui est assez restreint, les SDF jouent quand même son rôle. On a vu à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé en fin d'année. Nous sommes en train de voir là comment les sénateurs SDF ont annoncé les couleurs. Ça, c'est quelque chose à saluer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les SDF continuent à travailler comme ça, il n'est pas exclu que même dans le RDPC, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a des gens dans le RDPC qui pensent, qui ont une autre vision des choses. Vous comprenez? Je pense que on les appelle les progressistes? Oui, il y a les progressistes dans le RDPC. Si aujourd'hui les députés de l'opposition ou les sénateurs de l'opposition continuent à travailler comme le SDF le fait en ce moment, je pense que même dans le camp RDPC vont engranger des soutiens. Vous comprenez? Et surtout que lorsque vous lisez la constitution de la République du Cameroun, ce qu'on appelle le mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que lorsqu'un parlementaire est élu, il n'est plus, j'allais dire, astreint à la discipline du parti. Donc il devient, comme un sénateur comme celui-là, un sénateur de sa région. Il n'est plus forcément le sénateur de son parti. Donc il y a des gens dans le RDPC qui peuvent suivre. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas un nombre suffisant pour faire le travail qu'il ne faut pas faire le travail. Donc je pense que ça, il faut faire très attention. Maintenant, je vais revenir, avant de revenir sur votre question, sur ce que le journaliste Olinga disait tout à l'heure. Vous savez, dans la notion d'incompatibilité, il faut faire très attention, on ne peut pas quand même prévoir toutes les hypothèses. Surtout que dans aucun pays au monde, vous ne trouverez jamais des sénateurs qui n'ont pas d'autres activités. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire de trouver cela où les gens n'ont pour fonction que sénateurs. Il y en a qui sont les hommes d'affaires, il y en a qui sont les enseignants, il y en a qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Bon, mais je pense que l'idée qui sous-tend la notion d'incompatibilité, c'est les humilités que recherchent certains. Vous ne pouvez pas être un dirigeant d'une société d'État
Comme tout à l'heure, vous avez cité le cas de Calvin Zamoyono. Je ne savais même pas qu'il était encore à Colco. Parce que moi, je l'ai connu il y a quelques années comme directeur général de Colco. Je ne savais pas qu'il occupe encore ses fonctions aujourd'hui et qu'il est devenu sénateur. Parce que quand vous êtes directeur général et que vous devenez sénateur, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que vous pouvez commettre même des malversations financières dans la gestion des affaires de votre société, mais on ne pourra jamais vous poursuivre parce que vous êtes parlementaire, parce que vous bénéficiez de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. C'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, quand un homme d'affaires devient sénateur, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on va adopter des thèses qui vont empêcher à un opérateur économique de devenir sénateur ou député. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout noter ici, c'est ceux-là qui occupent des fonctions régaliennes dans d'autres secteurs. Quelqu'un qui dirige une société, quelqu'un qui est responsable d'un ministère ne peut pas être sénateur parce que ça va le mettre dans une situation de conflit d'intérêts. Parce que d'un côté, il gère une affaire publique pour laquelle il doit rendre compte. Mais il ne pourra pas rendre compte à un certain niveau parce qu'il bénéficie de l'immunité. Ça également, je voulais le relever. Maintenant, je vais chuter par votre question. Quand vous parlez des chefs traditionnels, je pense quand même que là, c'est un débat qui, pour moi, n'a pas sa raison d'être. Mais qui fait polémique. Ça peut faire polémique, mais est-ce que c'est pas parce que ça fait polémique que forcément cela devient un vrai problème? Parce que lorsque vous êtes chef traditionnel, bon, c'est vrai, on va vous dire qu'on vous donne des petits salaires. Il y a les petits trucs, je ne sais pas si c'est des salaires ou bien c'est une dotation financière. 50 à 200 000 50 à 200 000, bon. Mais c'est ça qui va vous empêcher d'être sénateur. J'ai dit non. Vous savez que statutairement, un chef traditionnel, je pense que sa fonction principale, c'est qu'il est dépositaire de l'autorité traditionnelle. Vous comprenez? Dans sa communauté. Vous êtes chef traditionnel. Et puis, maintenant, dans le contexte camerounais, il y a eu une petite aberration où on les considère comme les auxiliaires de l'administration. Je pense que c'est à ce titre qu'on leur donne une petite dotation financière qui leur permet quand même de fonctionner. Mais est-ce que cela est suffisant pour qu'on leur applique la notion d'incompatibilité? Je dis non, ils ne gèrent pas une fonction publique. Dans leur travail, s'ils commettent une malversation financière dans la gestion de leur communauté, la communauté dont ils sont les chefs, est-ce que objectivement cela peut empêcher des poursuites pénales contre eux? Il y a des chefs traditionnels qui sont en prison, vous le savez. Oui, exactement. Il y a un chef qui est un grand chef traditionnel qui est en prison à l'heure actuelle dans un grand dossier de la République. Nous ne sommes pas là pour citer les contemporains, mais suivez mon regard. Donc, en référence, ce n'est pas parce que vous êtes chef traditionnel que s'il faut vous poursuivre, on ne va pas vous poursuivre, non. Donc, pour moi, en fait, ça c'est mon point de vue personnel. On ne peut pas empêcher un chef traditionnel d'être, j'allais dire, sénateur. Surtout que, ça également, il faut le noter. Comme je l'ai dit tantôt, les sénateurs sont là pour représenter les collectivités territoriales décentralisées. Exactement. Et nous savons tous qu'au niveau des collectivités territoriales décentralisées, le chef traditionnel joue un très grand rôle. Donc quand un sénateur va à l'Assemblée, je pense qu'il maîtrise le terrain, donc il est à même de défendre de manière optimale les intérêts de sa communauté qui fait partie certainement d'une collectivité territoriale décentralisée. D'accord. Donc de mon point de vue, on ne peut pas les empêcher d'être sénateurs. D'accord. Parfait. Est-ce que vous partagez cet avis de maître Simon Serge Kakak aujourd'hui? Le désir que le président de la République a de mêler de plus en plus ses chefs traditionnels à la chose politique, est-ce qu'il n'y a pas un objectif caché derrière? Mais évidemment qu'il y a un objectif caché, un objectif clair, c'est d'embrigader les communautés. C'est d'embrigader les communautés et on le constate un peu partout. Et c'est même gênant parce qu'un chef traditionnel, par exemple, je prendrais quel cas, le sénateur du Noun, qui est supposé être celui qui encadre toutes les populations de toutes les communautés, qu'il ait un penchant particulier pour un parti politique, ça me semble être un problème. Mais comme il a dit, de façon légale et tel que la loi a été, le règlement intérieur a été adopté, il n'y a pas d'incompatibilité entre la chefferie traditionnelle et les fonctions de sénateur. Je pense que les uns et les autres ont suscité cette affaire parce qu'ils estimaient que à la fin de l'un des articles, il est fait mention d'une rémunération venant d'un établissement public. Mais là encore, je pense que c'est trop dit. Normalement, les sénateurs, les chefs traditionnels, pour moi, peuvent être des sénateurs. Mais mon problème, c'est leur implication trop poussée
dans la politique, leur implication partisane dans la politique, c'est cela Cela pourrait carrément dénaturer la fonction d'ailleurs, première. c'est même une forme de corruption, à la limite que de donner une rémunération à ces garants de la tradition, alors qu'ils appartiennent presque tous aux partis au pouvoir. Voilà les problèmes réels de l'opposition. Et malheureusement, c'est le cas. Joseph Olinga, puisqu'on parle du Sénat, de ce fameux Sénat, c'est vrai que les avis sont partagés sur ce plateau. Il y en a qui pensent, ils ont fait allusion à Maître Simon Serge Kakak, justement, qui a suffisamment de membres de l'opposition, même s'ils ne sont pas aussi nombreux que ça dans ce Sénat, tandis que Parfait Voum lui penche plutôt pour le fait qu'il n'y ait que 7 sénateurs de l'opposition. Mais dites-nous, avec un chiffre aussi minable, qu'est-ce que ces sénateurs pourront faire pour faire bloc aux autres qui sont plus nombreux, qui sont donc plus obèses et ont la capacité de faire passer de nombreuses décisions? Déjà, mes amis du côté du SDF n'aiment pas souvent que je le dise, c'est que je trouve déjà assez miraculeux que le SDF se retrouve dans ce Sénat. Pourtant, pour d'aucuns, c'est un espoir. Bon, en fait, d'avoir pu arracher le Nord-Ouest. Disons que c'est un espoir que dans un maître Kakak a parlé de mandat impératif. Je suis étonné. En fait. Je suis étonné que le SDF ait 7 sénateurs dans le Nord-Ouest. Bon, ça c'est un autre. Est-ce qu'au plan objectif, est-ce qu'au plan objectif, on peut expliquer que le SDF ait les 7 sénateurs du Nord-Ouest? Bien sûr. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah bien. Mais de toute façon, c'est pas le débat que je fais. J'ai justement dit que mes amis du côté du SDF ne sont pas souvent contents que... Je souhaite que tu sortes tous les sous-entendus pour qu'on en débatte. Que je le dise ainsi, mais s'il y a des sous-entendus, je veux aussi dire que c'est bien que le SDF ne soit pas dans la politique de la chaise vide, qu'il fasse son boulot tout le temps, comme ça se fait. Mais pour moi, le débat, c'est qu'il ne faut pas l'implication des chefs traditionnels, l'implication de plus en plus active des chefs traditionnels dans le Sénat, par exemple, n'est pas hasard. Je pense qu'on se limite soit à une lecture un peu superficielle, aérienne de l'affaire. Il ne faut pas ignorer s'il faut prendre des exemples précis et rester dans la région dans laquelle je travaille aujourd'hui. Vous avez vu, il y a 3 chefs. Il y a 3 chefs à l'Ouest qui sont dans le Sénat, qui nommaient ou qui passaient dans des listes heureusement passées par les unes. Il ne faut pas ignorer que lorsque vous prenez le Noun, par exemple, en réalité, le maintien du sultan roi des Babounes participe du fait d'équilibrer la bagarre avec son cousin qui est président de notre parti politique, l'UDC. Ça. Or, en ce moment-là, on est en train d'utiliser en réalité la posture traditionnelle pour régler des problèmes, je ne vais pas dire politiciens. D'accord. Politiciens, effectivement. Lorsque vous allez du côté des hauts plateaux, où vous retrouvez le chef Baham, élu sénateur, il ne faut pas vous tromper. C'est-à-dire qu'en réalité, il est question d'équilibrer ou au moins de marquer les esprits dans une bagarre qui oppose en réalité en ce moment le MRC au RDPC. C'est le fils du village qui est le patron du MRC en ce moment. Or, il faut lui opposer l'autorité traditionnelle, et de ce point de vue-là, fragiliser ceux qui se sentent proches de l'autorité traditionnelle, forcément vont pencher du côté du chef qui est de l'autre bord. Lorsque vous prenez du côté des Bamboutos, en réalité, les questions de gérer une bagarre aujourd'hui qui oppose, je parle sous contrôle de Parfait Voum, le secrétaire général de son parti est issu de cette région. Il est question d'opposer certaines populations au SDF dont le secrétaire général est issu de cette région-là. Vu sous cet angle-là, vous comprenez que l'implication des chefs traditionnels dans le Sénat ne participe pas du souci de régler des problèmes pratiques, de jouer leur rôle tel que le prévoit les textes organisant le Sénat. Il y a beaucoup plus un souci d'utiliser cette posture-là pour engranger
des voies, ou tout au moins pour contenir. D'où la stratégie dont on parlait, la stratégie cachée dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un a dit ici que le premier Sénat n'avait rien fait. Bon, je partagerai cette idée, mais dans la réalité, que faut-il attendre du second Sénat? Il est là pour représenter les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que dans le dispositif actuel, vous avez le sentiment que au cours de 7 ans-là, ces collectivités décentralisées seront mises, malheureusement, on va devoir organisées et que le Sénat va jouer ce rôle de représentation. Joseph Olinga, sorti de ce sujet, on n'a plus beaucoup de temps et on l'a dit en introduction, on a 3 sujets sur lesquels on va revenir au cours de cette émission, ce qui nous permet sans transition de passer à l'affaire Mida, les dessous d'une escroquerie à ciel ouvert et cela, on le dit, pourrait être le plus gros scandale financier du Cameroun. On parle de l'affaire Mida, entendez par là la mission d'intégration et de développement de l'Afrique qui secoue le Cameroun depuis plusieurs semaines, de nombreux milliards de francs CFA escroqués, près de 40 000 Camerounais arnaqués. Alors, Zodjo Fotsing, vous avez suivi cette actualité de bout en bout. Vous faites d'ailleurs partie de ceux qui ont investigué sur le sujet avant même que le scandale n'éclate. Il s'agit de quoi concrètement dans l'affaire Mida? L'affaire Mida est une affaire très compliquée et complexe aujourd'hui. Jusqu'à la semaine passée, je me disais que ce n'était une simple escroquerie. Mais avec le déroulement de la situation, je me suis en fait rendu compte que c'est une affaire qu'on peut aujourd'hui même qualifier d'affaire d'État. Parce qu'au début, Mida s'installe à Yaoundé, au quartier Ahala, et commence à mener ses activités. L'entreprise, Mida fonctionne à la base comme une entreprise enregistrée au greffe du Fundji et commence à mener des activités humanitaires en justifiant qu'en fait que chaque entreprise au Cameroun, selon la loi qui régit ce secteur, peut opérer dans le social comme toute entreprise. Sauf que ce qui m'a amusé lors de la fermeture, c'est que le cadre adjoint du préfet du Fundji lui-même avait participé à 2 reprises à la remise des attestations aux personnes qui se disaient être formées pour le secourisme, et même avec son sous-préfet. Et quand ces 2 personnalités se déplacent, vous savez, il y a le cortège de la gendarmerie et de la police. Donc ces mêmes personnes qui sont venues sceller les portes de la Mida sont les mêmes qui avaient encouragé Mida. Et alors, lorsque nous avons commencé à dénoncer l'affaire Mida, 1 mois avant, parce que j'avais des proches qui avaient investi de l'argent là, et puis tous les jours, je leur rappelais que cette fois-ci, l'argent ne va pas sortir, parce que lorsqu'ils vous disent qu'ils sont au dernier tour, c'est pour vous annoncer, en fait, qu'ils préparent le grand coup. Avant d'arriver au dernier tour dont vous parlez, on est là, je crois, à la 7e et à la 8e vague. Mida commence par quoi? On nous parle d'un financement ou alors d'un investissement de 12 500 Mida commence en faisant croire aux jeunes et qu'elle a reçu des fonds des organisations internationales. Oui. Vous savez, il y a 2 Mida. Il y a le Mida camerounais qui est une Mida fabriquée et il y a la vraie Mida qui appartient à l'Organisation des Nations Unies. D'accord. Mida demande aux enfants de déposer 12 500, de suivre une formation et d'en bénéficier 65 000. La première vague a reçu son argent, ils n'étaient pas nombreux. Lorsqu'on les remet de l'argent, ils vont au quartier faire la publicité. La seconde vague arrive avec un peu plus de personnes, on leur remet de l'argent, ils vont faire la publicité, ainsi de suite. À la 7e vague qui était censée être l'avant-dernière vague, parce qu'ils avaient annoncé qu'après ceci, et sauf même que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les souscripteurs de la Mida savaient qu'ils n'allaient pas percevoir leur argent cette fin du mois, parce que Mida les aurait dit qu'ils allaient payer le mois prochain, mais ils allaient jumeler la 7e et la 8e dans la dernière vague avant de payer. Donc avant même qu'on ne stoppe les activités, les gens allaient continuer de souscrire, même pour le mois prochain, au courant de ce mois, et puis Mida allait fermer les valises. Je vais expliquer comment Mida fonctionnait de façon simple. Lorsque, à la base, Mida n'a pas de budget. C'est comme ça, c'est la pyramide de Ponzi. Pour ceux qui font le montage financier, ils connaissent comment ce système fonctionne. On prend de l'argent chez vous, on dépose, on vous forme, et lorsque vous êtes à 2 semaines de recevoir votre paiement, on ouvre la liste pour la prochaine vague. C'est l'argent de la prochaine vague qu'on utilise pour vous payer en double. Et lorsqu'on commence à vous payer, pour ceux qui ont déposé, parce qu'au début, personne ne peut prendre le risque de le mettre 50 000, alors les gens déposent 12 500 pour tester, sauf que le jour où on vous donne les 65 000, on fait également venir des complices qui viennent prendre devant vous des 5 millions, les 10 millions et les 20 millions. Cela vous fait croire en fait qu'ils étaient avec vous et que vous n'avez pas peut-être seulement été intelligent de déposer plus de 12 500. Lorsque
vous passez à la seconde vague, on utilise la de la troisième vague pour vous payer, ainsi de suite. À la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne sais pas si je vais revenir sur la question. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute? Ce qui s'est passé à la dernière minute, c'est que les personnalités, certaines personnalités de ce pays étaient fortement impliquées dans la MIDA. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le responsable de la MIDA, je ne sais pas s'il est déjà en prison. Lorsqu'on saisit la MIDA, je vous donne exactement parce qu'il faudrait qu'on ait sur la base des mots. Le ministre dit ceci. En fait, lorsqu'on arrête les responsables de la MIDA, le préfet rassure les populations que MIDA va réouvrir ses portes jeudi de la semaine qui suivait leur arrestation et qu'ils allaient se retrouver dans un stade quelque part à Yaoundé pour qu'on communique là-dessus afin de rassurer tous ceux qui ont déposé de leur argent que MIDA va rouvrir ses portes. Quelques jours plus tard, on procède à la fermeture officielle de la MIDA par un communiqué gouvernemental signé du ministre de la Communication qui rassure d'ailleurs que le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité gouvernementale de dédommager tous les souscripteurs. On parle ici de dédommagement. Ça veut dire que MIDA a extorqué ou encore a volé les fonds et le gouvernement prend sur lui la responsabilité de prendre l'argent du contribuable et de dédommager. Et quelques jours plus tard, un autre communiqué arrive. Toujours cette fois-ci signé par notre porte-parole qui dit dans les locaux de la MIDA, au lieu des 12 milliards de francs qu'on attendait, nous avons perçu, je pense, je vous propose du footing de vous arrêter d'abord à ce niveau. On va revenir à vous. Le temps de prendre également l'avis de Joseph Olinga sur la question. On sait que MIDA, c'est pas le seul cas d'escroquerie de ce type qui a été enregistré au Cameroun. Souvenez-vous, on a eu des cas comme par exemple Femmes Cameroun Leadership Academy, pour ne citer que cela. Des cas d'escroquerie qui sont basés sur le même type, le même mode opératoire. Mais comment expliquer que les Camerounais soient quand même tombés dans le panneau aussi nombreux, aussi facilement? Mais là, c'est une excellente question. Les Camerounais, ceux qui ont mis de l'argent dans MIDA, en réalité, il s'agit d'une autre catégorie de bandits qu'il faudrait interpeller. Pourquoi est-ce qu'on peut vous promettre, je ne sais pas, 37 500 ou près de 40 000 francs pour rien? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en donnant 12 500, on doit vous donner 60 000? Ça n'a pas de sens. Parce que la CIA, en réalité, il s'agit en fait des gens qui se sont mis dans une escroquerie et qui ont été floués dans leur escroquerie. Lorsque j'ai entendu une histoire similaire avec un pasteur à qui les gens seraient allés remettre l'argent, ça c'est une autre histoire, il y a quelques mois aussi, ce pasteur qui serait envolé pour... on voit très bien de quoi vous parlez. Pour le Canada. Oui. Mais, le seul général. Mais je ne comprends pas. Lorsque vous allez donner l'argent à ce monsieur-là, il a une banque. Lorsque vous allez donner, en réalité, c'est parce que vous participez à une escroquerie et vous comptez rentrer dans vos frais. Parce que sinon, je ne vois pas. Les Camerounais sont des gens essentiellement intelligents qui ne peuvent pas se laisser prendre comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, vous avez parlé de l'État qui va rembourser l'argent. Qui a remboursé l'argent qui a été pris par Femmes Cameroun? Nous sommes sans ignorer que dans ce pays où il y a tout un département qui s'occupe de la sécurité sociale, dans ce pays, il y a tout un ministre qui avait pris sur lui d'organiser, de soutenir l'organisation des états généraux de la sécurité sociale, organisée par une organisation qui s'appelait Femmes Cameroun. Malheureusement, c'est la veille. C'est la veille de cette affaire qu'un décret a été signé interdisant cette affaire. Donc je dis, en réalité, il s'agit de 3 catégories d'escrocs qui se sont retrouvés dans cette affaire. Et lorsqu'on est dans une affaire comme celle-là, entre la renvoi, il y a toujours un qui perd les plumes. La première catégorie, effectivement, c'est MIDA, c'est ces promoteurs qui ont mené un projet. La deuxième et la moins visible peut-être, c'est le gouvernement. Parce que je pense que Zoujou l'a dit tout à l'heure. Il y a des noms de ministres qui sont cités dans cette affaire. Pour que MIDA s'installe, on lui a donné des agréments pour qu'il s'installe. On ne va pas faire croire aux gens qu'il s'agissait d'une activité qui se déroulait derrière une maison et personne n'y allait. Lorsque les préfets et les sous-préfets allaient participer aux remises d'attestations et d'argent aux gens, ils allaient où? Ils allaient prendre, ils se disaient qu'on prend cet argent pour remettre aux gens.
Dans un pays où on dit qu'on va financer les micro-projets, le gouvernement permet quand même qu'on confloue tout le monde au vu aussi de tous. Et il s'est dit même clairement, je pense que nous allons aller profondément dans cette affaire. Il s'est dit qu'il y a des ministres qui touchaient leur quote-part dans cette affaire. Parce qu'il ne faut pas enfumer les Camerounais avec des communiqués vaseux. Il faut qu'on cherche à savoir comment cette affaire s'est constituée, qui a permis qu'on arrive là. Et pour chuter la troisième catégorie, la plus blâmable dans cette histoire, c'est tous ceux qui sont allés mettre leur argent dans cette histoire. Parce qu'ils savaient, dès le départ, ils savaient que c'est une escroquerie. Lorsque vous êtes sur la route là. Non, mais il le savait. Je vais illustrer par un exemple. Permettez-moi juste un instant. S'il vous plaît. Juste un moment. Lorsque vous parlez, je vous prends pas la parole. Le responsable véritable, c'est le gouvernement. On ne saurait dédouaner la responsabilité des citoyens. Je peux les attribuer 1% parce que ceux qui ont mis leur argent, je ne sais pas. C'est parce que bon nombre ont vu la publicité. D'accord, merci. Dans la chaîne nationale, merci. Et je vous le dis que jusqu'à présent, cette publicité passe. Vous me permettez de chuter. Permettez qu'il chute, monsieur Fotsing. Allez-y. J'ai dit il y a 3 types de responsabilités et je maintiens que les plus blâmables sont ceux qui sont allés mettre cette ceux qui se sont fait arnaquer. Ceux qui se sont fait arnaquer entre guillemets. Lorsque vous êtes dans la rue là et que vous trouvez un bonhomme avec ses 3 cartes et vous décidez d'aller jouer avec lui, vous savez exactement où vous allez. Et puis, de manière objective, d'où vient-il que dans la rue, quelqu'un propose de vous donner 500 francs si vous lui donnez 100 francs? Joseph Olinga, il n'a qu'à vous donner les 400. On est d'accord qu'on a tous... Pourquoi pensez-vous que vous n'avez fourni aucun effort pour gagner de l'argent, mais qu'on vous offre 3 fois... Joseph Olinga, on est d'accord qu'on a tous à un moment reçu un message de cette affaire de pyramide sur laquelle il fallait investir. Ben, peut-être que moi j'ai vu un peu plus loin que les autres. Mais alors, ceux qui sont allés, c'est parce qu'ils pensaient se faire de l'argent facile. Or, lorsqu'on veut se faire de l'argent facile, c'est qu'on est dans une entourloupe. On participe à cette entourloupe. D'accord. Et si on est floué, on va pas, il faut pas venir... les Camerounais des problèmes plus intéressants pour qu'on vienne les déranger avec des gens qui sont allés mettre 12 000 pour qu'on leur donne 60 000. Pourquoi on leur donnerait 60 000 pour rien? D'accord. Il y a également Simon Sechkaka qu'au cours de la semaine, d'ailleurs, Zodi Fotsing l'a relayé sur ce plateau tout à l'heure. On a eu beaucoup de sorties du ministre de la Communication qui a d'abord affirmé à l'opinion publique que le président de la République avait pris celui de rembourser cet argent, qui plus tard revenu sur ce que le président avait dit, puisque ce n'est plus le président qui va rembourser, mais c'est plutôt la MIDA elle-même qui devait rembourser aux souscripteurs. Sauf qu'entre-temps, on va mener des fouilles au siège même de cette structure, de cette organisation, pour finalement se rendre compte que l'argent qu'on s'attendait à trouver là-bas n'est pas celui sur lequel on tombe finalement. Comment vous avez apprécié de cette actualité? Est-ce qu'il n'y a pas eu précipitation de la part du ministre de la Communication pour un sujet aussi délicat? Kedjaha, permettez-moi de vous dire, avant de répondre à votre question, que j'ai bien suivi M. Olinga, qui a fait de brillants développements, mais de mon point de vue, on ne peut pas parler de responsabilité partagée dans cette histoire. Parce que pour moi, le vrai responsable, c'est le gouvernement de la République du Cameroun. Et il y a quelque chose qui me choque dans ce pays. Chaque fois qu'il y a une situation comme celle-là, les autorités gouvernementales cherchent toujours à se prévaloir de leur propre turpitude. À condamner les coupables. Parce qu'en fait, c'est ça. Lorsque la MIDA arrive au Cameroun, la MIDA arrive au Cameroun parce que justement, on leur a permis de s'installer. Ils ont bénéficié d'une certaine documentation qui leur conférait une existence légale. Bon, donc comme on dit que c'était une ONG, mais je viens d'apprendre dans les développements de M. Zodou tout à l'heure que c'était une société à responsabilité limitée. Ça veut dire que c'est une société, si c'est une société, ça veut dire qu'il y avait des statuts qui ont été déposés. On savait donc, parce que quand vous lisez les statuts d'une société, on vous dit objet social, on vous dit ce que la société va faire. Ça a été accepté. Ils ont déposé le dossier au greffe. Ils ont bénéficié de ce qu'on appelle le registre de commerce. Ça veut dire que c'est une société qui a reçu l'onction de la République du gouvernement camerounais. Première chose. Deuxième chose maintenant, lorsque le gouvernement, entre parenthèses, se rend compte qu'il y a qu'il y a quelque chose qui cloche sur les activités de la MIDA, je pense que la bonne démarche aurait consisté pour le gouvernement
assommer la MIDA à venir clarifier de manière claire, de manière objective ces activités, pour qu'on comprenne un peu à quoi ça retourne. Deuxième chose maintenant, sachant qu'il y a des souscripteurs qui ont mis de leur argent, il fallait tout faire pour demander d'abord à la MIDA de payer. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de venir dire, quand le ministre de la Communication vient dire que le gouvernement va payer, l'argent viendra d'où pour payer? On prendra l'argent des contribuables camerounais pour venir payer l'argent des spéculateurs? Je dis non. J'ai pas envie de dire que en réalité c'est juste pour calmer les donc c'est pour dire ceci. L'argent des gens, les autres ont pris l'argent. M. Linga, c'est pour dire ceci. Madame Kedia, vous me demandez de donner mon avis sur le traitement de l'information par le ministre de la Communication. Mais il a fait comme d'habitude. Parce que c'est comme ça que notre gouvernement travaille. Toujours en train de donner l'impression d'être surpris par la tournure des événements. Et ça, c'est le propre de notre gouvernement. Donc moi, je pense, de mon point de vue, que pour régler cette affaire, j'ai suivi. Il y a eu des montants, il y a eu une divergence au niveau des montants. D'aucuns parlaient de plus de 10 milliards, maintenant on parle de 3 milliards. Ça veut dire qu'il y a quand même de... 3 milliards qui a été retrouvé au lieu de 12, comme ce qui avait été annoncé. Même s'il y a 3 milliards, je pense que si on prend les 3 milliards là, on peut déjà désintéresser ceux qui ont souscrit. Maintenant, je vais rebondir sur un aspect qui m'a un peu choqué dans le développement de M. Olinga. Quand M. Olinga traite ses souscripteurs d'escrocs, vous savez, vous ne pouvez pas cultiver le macabo, vous récoltez la patate. Vous comprenez? On ne récolte que ce qu'on a sémé. Quelle éducation le gouvernement de la République a donné à sa jeunesse aujourd'hui? Quand vous regardez les contours du système éducatif camerounais, quand vous regardez le contenu des enseignements, quand vous regardez l'environnement qui prévaut dans les milieux universitaires et scolaires, la seule chose la plus sûre dont nous sommes, comme nous sommes sûrs, lorsque nous envoyons nos enfants aujourd'hui à l'école, c'est la consommation d'alcool. Parce que quand l'enfant vient aujourd'hui à la maison, vous allez à l'université, vous allez voir que tout autour de l'université, il y a plus de 100 bars. Est-ce que c'est pas un argument qui tente à retirer la part de responsabilité de ces souscripteurs? Non, attendez. Tout le monde sur ce plateau est issu finalement de cette éducation. Je n'ai pas l'information de ce que maître vous ayez souscrit dans cette affaire de MIDA. Pourquoi vous avez fait différent? Posez-vous cette question. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, par exemple? Peut-être que moi je n'ai pas eu la même éducation, mais peut-être j'ai une activité qui me mais pourtant vous appartenez au même gouvernement, vous êtes éduqué par ce même système. Il y a un problème. Les jeunes, parce que moi j'ai été interpellé par certains jeunes de mon village, il n'y a pas un mois, qui m'ont dit que maître, parlez-nous un peu de cette affaire dont on parle à C'était des jeunes de moins de 25 ans, qui sont là au village, qui ont pour seule activité la consommation d'alcool. Vous comprenez? Et c'est ce que l'on leur a appris. Parce que quand l'enfant apprend à boire de l'alcool, il y a des jeunes gars de 18 ans au Cameroun qui boivent tous les jours que Dieu a créé 10 bières. Pour boire 10 bières, il faut avoir au moins 6 000 francs. Or, pour avoir 6 000 francs, il faut aller chercher cet argent. Il y en a qui le cherchent dans la facilité, parce que c'est l'éducation qu'on leur a donnée. Donc, ce garçon qui vient souscrire, c'est parce que justement, on lui a habitué à la vie facile, au gain facile. Donc, c'est ça le vrai problème. Moi, je pense que si aujourd'hui, on avait commencé par le commencement, pour moi, le commencement, c'est quoi? C'est de rationaliser, par exemple, le fonctionnement de nos lycées et collèges. Tous les lycées et collèges, vous le savez, vous êtes une grande journaliste d'investigation. Allez investiguer dans les lycées et collèges du Cameroun. Vous allez voir que tout autour, il y a au moins 5 bars. Et que les consommateurs dans ces bars, c'est nos élèves. C'est les enfants que nous, on envoie à l'école. Et ces enfants, pour aller boire, il leur faut de l'argent. Alors, pour avoir de l'argent, si on n'a pas de revenus, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher des raccourcis. On commence à investir dans MIDA. Dans la spéculation, parce que c'est ça la spéculation. Donc moi, je pense que pour chuter, le vrai responsable de cette cabale, c'est le gouvernement. Maintenant, j'ai appris, je le dis avec beaucoup de pincettes, j'ai appris que c'est pour d'autres raisons que le gouvernement a décidé d'intervenir. Qu'en réalité, la formation qu'on octroyait à ces enfants, ce n'était pas une formation voilà normale. Pourquoi Infomatin a parlé de MIDA veut déstabiliser le... Oui, tout à fait. Donc, quand disent que non, en réalité, MIDA était en train de former les gens pour une espèce d'insurrection au Cameroun. Bon, il y a qui... Si nous prenons les choses sous cet angle, je pense que la position du gouvernement peut s'expliquer. Mais moi, je pense que si nous restons dans la logique de l'escroquerie, le vrai responsable de cette escroquerie, ce n'est ni les souscripteurs, ni les responsables à MIDA. C'est bel et bien le gouvernement. Merci, maître. Permettez tous, autant que vous êtes messieurs, que parfait vous également s'exprime sur la question, parce qu'on voit que le sujet vous intéresse fortement sur ce plateau.
Quelle est la lecture que vous avez fait de cette affaire? Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous avez vu le traitement, l'évolution de cette actualité qui d'ailleurs a pris une ampleur considérable sur ces réseaux sociaux-là. Vous avez décidé, vous, de la voir comment, cette escroquerie Mida? Écoutez, peut-être que vous allez encore donner de très bons points au SDF, parce que justement, j'ai été désigné comme président de la commission de suivi de ce dossier dans le centre par le président Emmanuel Tonga. Et je suis allé sur les lieux, donc au-delà des réseaux sociaux, je suis allé sur les lieux et globalement, c'est le résultat d'une déliquescence de la société camerounaise. Ça, c'est le mot. Parce que Mida est situé dans une zone publique, dans un quartier ouvert. Mida a commencé ses activités en octobre 2017, donc ça fait près de 6 ou 7 mois. Mida avait près de 1000, 2000, voire 3000 personnes qui arrivaient dans ce quartier tous les jours, donc vu par la population. Le chef de quartier d'Ahala lui-même a souscrit dans cette affaire. Plusieurs colonels, plusieurs commissaires ont souscrit dans cette affaire. Des religieux également. Des religieux. Des associations. Donc c'est une affaire publique. Ce n'est pas une affaire qui était cachée. Et je peux vous dire que le 31 mars, lors de la dernière répartition, le sous-préfet de Yaoundé 3 était là. Le représentant du préfet qui a fermé cette affaire 2 semaines plus tard était là. Son Excellence Albert Roger Mila était là. Je peux vous dire qu'il y a 3 semaines, beaucoup de médias, je ne sais pas si Equinox en a fait la promotion, dont la CRTV a fait la promotion de cette affaire. Et on a reçu le responsable de Mida dans de nombreux médias. Pas pour dédonner ces médias, un public reportage se paye au service commercial. On ne saurait reprocher à ces médias d'avoir fait la publicité de potentiels investisseurs. Donc vous voulez me dire que si une entreprise décide de faire la promotion du terrorisme dans un média, parce que cette entreprise paye, elle doit le faire. C'est pas ce que j'ai dit. En quelque sorte, c'est pour vous dire que tout le monde, ce n'était pas une entreprise cachée. Et tout le monde était au courant de cette affaire. Et je vous dis encore que le 31 mars, c'était public, c'était une cérémonie. On a remis des diplômes, on a remis de l'argent. Et chaque fois qu'il y avait des paiements, la police et la gendarmerie attendaient dehors, à l'entrée. C'est eux qui filtraient les gens. Donc, je vous dis, j'ai suivi ce dossier. Et je continue à le suivre. Parce que la semaine prochaine, information pour information, les souscripteurs vont faire une conférence de presse à Yaoundé pour donner leur position. C'est pour vous dire que... Ils se sont regroupés en syndicats. Ils se sont en association, en collectif des souscripteurs pour donner leur version. Et je peux vous donner quelques montants. Cela pourrait donc être plus facile de les incarcérer. Il y a des gens qui ont déposé 28 millions, d'autres 50 millions, 85 millions. Et malheureusement, c'est un peu comme le PMUC, comme le Paris Foot, que nous laissons se développer et nous n'agissons pas. Et à la fin, et un peu comme les bars, parce que dans l'une de mes tribunes, je disais, ce que je vais faire si je prends le pouvoir, ne serait-ce que dans une communauté, dans une commune. Parce qu'il y a 3000 bars, par exemple à Yaoundé 4. 3000 bars. Avec une violation de la loi indescriptible. On vous dit qu'un bar ne doit pas être à côté d'une école, qu'un bar ne doit pas être à côté d'un poste de gendarmerie, qu'un bar ne doit pas être dans un centre, à côté d'un centre de santé. Personne n'écoute. D'accord. Et je vais chuter pour dire que et ces jeunes, quand nous sommes allés les voir, parce qu'on les a rencontrés, sur 300 jeunes, 4 sont inscrits sur les listes électorales. C'est un drame. Ça veut dire que ils ne s'intéressent plus à la vie politique. On leur dit, on miroite un certain nombre de choses, et puis ils sont obligés à la limite de s'engouffrer. Et finalement, je pense que ce jour, le jour où le ministre, le préfet a fermé cette affaire, il y a eu une erreur. Parce qu'il ne devait pas le faire
directement en sachant que ce sont des milliards qui sont en train d'être manipulés. La communication du ministre de la Communication a été une communication hasardeuse et propagandiste qui n'a pas de sens. Premier jour, il dit que ce sont des terroristes. Après cela, il dit que le président Biya, il rassure que le président Biya va résoudre ce problème en dédommageant les souscripteurs. Ok, qu'il le fasse maintenant. Il n'avait pas encore puisqu'on a retrouvé 3 milliards. Il y a un déficit de 9 milliards pour un total de 13 milliards. Ça, c'est pour ceux qui ont souscrit. On ne compte pas les dividendes qu'ils attendaient. Parce que sur les 11 milliards, ils attendaient certainement les dividendes de 44 milliards. D'accord. Donc, il faut, comme le ministre a dit qu'il va résoudre ce problème, que le gouvernement, que M. Paul Biya est bon, généreux, et qu'il va payer cette affaire, moi je crois qu'on va s'en tenir là et qu'il le fasse. D'accord, on va venir à vous, Zojo Fotsing, mais on prend également l'avis de Joseph Olinga. Il y a également que, au tout début de cette affaire, lorsqu'on ferme finalement les locaux de Mida, son coordonnateur fait une déclaration selon laquelle il y a suffisamment d'argent pour dédommager la 7e et la 8e balle. Mais on ne comprend pas ce qui se passe quand on va finir par décompter l'argent qu'on trouve au siège de la Mida. On se rend compte qu'il y a moins de 9 milliards de francs CFA. Alors, nous n'étant pas à Yaoundé, beaucoup de personnes quand même qui vivent aux alentours de Mida attestent avoir vu des mallettes sortir pendant qu'on était encore en train de compter cet argent. Elles en déduisent donc qu'il s'agissait de mallettes d'argent, mais on ne comprend pas où sont passés les 9 milliards qui sont en manque aujourd'hui. En réalité, on en parle aujourd'hui. Je pense que je respecte les téléspectateurs, mais je pense qu'en réalité, de mon point de vue personnel, c'est la distraction que nous faisons en ce moment. Cette distraction, moi cette affaire, moi je l'aurais classée une fois pour tout. Je n'en parlerai plus parce que je continue de le dire. Maître Kat ne sera pas d'accord avec moi. Ces gens qui sont allés mettre de l'argent dans cette histoire sont des bandits. C'est des bandits parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que cette histoire s'apparente à un type qui se lève un matin et va voir un marabout pour, je ne sais pas, réussir un concours ou un examen. Hein? Bon, alors, deux choses. Soit on est fou, soit, je ne sais pas, on est doté d'un mauvais esprit. Pourquoi vous allez voir ce marabout qui veut vous donner de l'argent ou qui veut vous faire réussir à un examen alors que tous ces enfants ne vont pas à l'école? Pourquoi il ne fait pas réussir ses enfants lui-même d'abord? Pourquoi vous allez voir ce marabout qui habite dans un taudis quelque part? Pourquoi il ne réussit pas, il ne se fait pas de l'argent lui-même pour se construire un habitat normal? Lorsque vous allez le faire, c'est que vous êtes complice de quelque chose. Est-ce que vous-même déjà, en vous-même, il y a quelque chose qui ne marche pas? Maintenant, les valises d'argent sont sorties, on sait comment ça se passe. Dans le développement de Parfum Voum tout à l'heure, j'ai noté que en réalité, tous ces gens aujourd'hui qui se positionnent en donneur de leçons ou en commis de l'État sont en réalité complices de cette affaire, puisqu'ils y ont été. Et connaissant les mentalités camerounaises, ces valises qui sortaient, il y a une quote-part que beaucoup ont touché. Parce qu'on sait la notion de carburant dans ce pays. Je ne pense pas qu'un préfet ou un sous-préfet ou alors un commandant de brigade qui est parti là-bas va se déplacer comme ça pour rien. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si on mène une enquête normale, vous constaterez que l'affaire est beaucoup plus grave que ça. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir une enquête normale parce que ceux aujourd'hui qui sont censés régler ce problème sont ceux qui, et comme le dit Parfum vous, mais comme le dit sont ceux-là qui ont participé à la naissance de cette affaire, à toute cette vaste escroquerie. C'est pour cela que j'ai dit, les responsabilités sont partagées et on en sortira avec rien. Bon, maintenant on dit, le chef de l'État va aller chercher l'argent pour payer ces gens-là. Si on a déjà des problèmes, avec les enseignants, payer avec les enseignants, avec les infirmiers, avec les le chef de l'État ira prendre cet argent où pour venir. Bon, ça peut faire mal aux gens qui ont mis de l'argent, mais je dis, eux-mêmes ne sont pas sérieux. Et je crois que cette histoire de le chef de l'État va payer, c'est juste pour calmer l'affaire. Même moi, si j'étais le chef de l'État, en réalité, on irait arrêter tous ces gens qui sont allés mettre les 50 millions, les 28 millions, qu'ils commencent par dire où ils sont allés prendre ces 50 millions, et puis qu'ils nous expliquent dans quelle perspective ils ont osé imaginer qu'ils vont donner 50 millions
et puis vont donner. Et puis D'accord. ça ressemble, il y a assez pour chuter, à une affaire il y avait un phénomène au début des années 90, on appelait ça le lavage d'argent. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, par exemple, vienne vous dire que vous allez lui donner 100 000 francs, et puis il va découper les papiers, et après ça, vous allez vous en sortir avec 1 million de francs. Lorsque vous le faites, vous êtes un bandit vous-même. Vous êtes un bandit vous-même. D'accord. Et vous êtes censé être inculpé comme celui qui a organisé cette arnaque, comme ceux qui ont encadré cette arnaque. Merci Joseph Olinga. Zoji Foting, aujourd'hui on est en train de parler de l'affaire Mida, sauf que sur les réseaux sociaux, même dans la presse écrite maintenant, on a de nombreuses personnes qui sont en train de dénoncer de nombreuses entreprises qui ont le même mode opératoire, mais qui continuent malheureusement de fonctionner au vu, au su de tout le monde. Il y en a qui ont dénoncé, par exemple, on ne va pas citer nommément ces entreprises, mais qui ont dénoncé cette escroquerie qui entoure cette affaire de filtre à eau qui redonnerait une santé de fer à quiconque oserait filtrer son eau à travers. Et donc, le procédé est le même que Mida. Mais comment comprendre que les autorités, ayant déjà appris ce qui s'est passé à Mida, ayant appris ce qui s'est passé avant Mida, continuent de laisser ces gens opérer malgré tout? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir... On n'a plus beaucoup de temps. Oui, je sais. Donc, j'aimerais dire juste à mon chef que n'arrêtons plus les bandits, parce que si les bandits volent chez toi, ça veut dire que tu as été incapable de mettre ta propre sécurité. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut arriver à ta conclusion. C'est pas ce que j'ai dit. Et l'affaire Mida devait être aujourd'hui être beaucoup plus questionnée scientifiquement, comme le dit Maître. C'est-à-dire que c'est même le résultat d'une éducation qui n'a servi à rien. Parce que lorsque vous voyez Mida, vous constatez que 90% de ceux qui recevaient ces formations étaient des étudiants. Parce qu'on vous parle de 13 000 personnes souscrites. En fait, il y a des personnes qui déposaient 10 noms, 100 noms, donc 12 500 fois 100. Ceux qui partaient même recevoir les formations et qui signaient ces souscriptions ne sont pas aussi assez nombreux. Maintenant, revenant à toute cette autre entreprise qui essaie aujourd'hui, pourquoi vous avez peur de citer les noms? Ok, non, il faut citer justement le moment va arriver. J'ai reçu après la fin Mida près de 12 messages des personnes qui se sont fait arnaquer dans d'autres plans comme Mida. Et puis ils m'ont dit, si vous voulez les éléments, je vous donne les éléments. Nous avons dans la ville de Douala une autre ONG où on dépose 120 000 francs et gagne une moto après un mois. Et les gens continuent. Il faut donner les noms. Nous avons de l'autre côté des personnes qui vendent le filtre à eau et que ces personnes avaient déjà été condamnées en Guinée équatoriale et chassées dans la quasi-totalité des pays. Mais ils sont bien installés en face de l'université de Douala. Aujourd'hui, ils sont installés à l'entrée de l'université de Douala, dans cet immeuble qui habite une banque au premier niveau. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier. Ils sont installés à la deuxième entrée, borne 10, dans cet immeuble qui habite une pharmacie. Je ne sais pas quelle relation ils ont avec le secteur sanitaire. Ils sont là. Les enfants souscrivent en dizaines, en centaines, en milliers chaque jour. Et je vous rassure qu'à chaque fois que je me suis représenté de façon anonyme, j'ai constaté, après avoir posé plusieurs questions, que les hautes personnalités de cette République ils vont aussi. Non, mais dites-le clairement à chaque fois que vous avez été approché, parce que justement, vous êtes une cible pour ces personnes qui estiment qu'avec toute la popularité dont vous jouissez sur les réseaux sociaux et même la force que vous avez sur la jeunesse, vous pourrez les inciter à venir. Ils me l'ont dit qu'en mettant, en souscrivant, j'ai des fortes chances de devenir milliardaire parce qu'ils savent exactement que je peux drainer facilement 1000 personnes parce que les gens me font confiance vu mes activités sur le plan social, sur le plan humanitaire et autres. Voilà comment ils opèrent. Maintenant, pourquoi le gouvernement ne réagit pas? Quand vous demandez pourquoi le gouvernement ne réagit pas, le gouvernement a déjà réagi sur quelle affaire similaire? On a une femme Cameroun. On a Mida. Est-ce que Mida même a déjà été questionné? Mais loin du gouvernement, demande ce que font les intellectuels de ce pays pour ne pas comprendre qu'un des scandales qui, en 90% des étudiants devraient faire l'objet d'une étude scientifique pour qu'on questionne même le système éducatif que nous appliquons aujourd'hui à cette jeunesse-là qui, à la sortie, peut-être peut détenir des diplômes, mais oublier la connaissance dans les universités. C'est peut-être où je peux partager la vie de mon frère en disant comment un homme doté d'un cerveau peut aussi croire qu'on peut déposer 1 million et gagner 12 millions. D'accord. Mais en revanche, si l'État existe,
C'est justement parce qu'on sait que dans la société, les gens ne sont pas dotés des mêmes capacités. Parce que si nous étions tous dotés des mêmes capacités, on n'aurait pas avoir besoin d'État. On savait que personne ne doit voler, personne ne doit agresser, personne ne doit commettre un meurtre. Mais si l'État existe, c'est justement parce qu'il faudrait qu'un ensemble de règles soit établi et que le rôle de l'État soit de contrôler cette règle-là. Merci, M. Fouti. L'affaire et toute autre affaire similaire, c'est le résultat de l'absence de l'État et de la démission du Merci, merci beaucoup. On a un avocat sur ce plateau. On ne saurait donc sortir de ce sujet sans pour autant questionner l'aspect, bien sûr, judiciaire de la chose. Aujourd'hui, on est face à l'affaire Mida. Que risquent les personnes qui vont se retrouver mêlées à ce scandale? On parle de là, bien sûr, de toutes les personnes qui étaient au centre de l'entreprise, de tous les complices, mais également de ceux qui sont allés souscrits. Est-ce que la loi a prévu quelque chose pour ce type de comportement? Oui, mais bien sûr que si les faits d'escroquerie sont établis, on va appliquer la loi. Et lorsqu'on parle des faits d'escroquerie, ici, on va essayer de voir trois choses. Dans notre jargon, on appelle la matérialité des faits. C'est-à-dire, on va examiner si effectivement les faits tels qu'ils s'exposent aujourd'hui, c'est vraiment les faits d'escroquerie, tels que le définit l'article 318. On va regarder dans la matérialité des faits et bien entendu, on va s'interroger sur l'imputabilité des faits, voir donc qui est responsable de cette situation. Et là, effectivement, on va revenir donc si c'est des responsabilités partagées ou c'est des responsabilités exclusives. Dans tous les cas, on va essayer d'auditionner les responsables de cette affaire. On va essayer d'auditionner les autorités même, nous qui ont cautionné l'installation de cette affaire. Et bien entendu, on va interroger les souscripteurs. Donc, dans tous les cas, on va essayer d'établir les responsabilités. Et si ces responsabilités sont établies, certainement qu'on va appliquer la loi et on va entrer en voie de condamnation. D'accord. Merci à vous également, maître. Puisqu'on avait trois sujets à l'ordre du jour, on ne saurait sortir totalement de cette émission sans aborder la troisième thématique. Et c'est avec vous, Parfait Voum, justement, qu'on va commencer par parler de l'affaire Vincent Bolloré et en tirant bien sûr les leçons pour le continent africain. On sait aujourd'hui que l'homme d'affaires pourrait se retrouver derrière les barreaux. Ça va dépendre, bien entendu, du déroulement finalement de cette affaire. Mais on va essayer de contextualiser tout ça en essayant de tirer des leçons pour l'Afrique. Aujourd'hui, Vincent Bolloré est poursuivi en France pour des faits qu'il aurait commis en Afrique. Quelle est la première leçon qu'on peut tirer de cette affaire? La première leçon, c'est que le principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi est respecté ailleurs et un peu moins en Afrique. Parce que Vincent Bolloré, c'est quand même une grosse fortune. C'est 46 pays sur 53 en Afrique dans lesquels il fait des investissements. À hauteur de 20% de son chiffre global. Voilà. Donc, c'est un multimilliardaire. Ailleurs, on aurait évité même de le convoquer. Et par ailleurs, vous entendez en Afrique? En Afrique, je veux parler de l'Afrique, où très souvent, en fonction de la poche, on évite certaines condamnations, bien on évite d'entendre certaines personnes parce qu'elles ont une influence sur la société. D'accord. Maintenant, au niveau de ces activités, déjà il n'est pas démontré de façon formelle qu'il y a eu effet de corruption. On n'est qu'au début de la procédure et selon ces avocats, ils estiment que ce qu'ils ont fait, je crois, au Togo et en Guinée était normal. Nous attendons de suivre cette affaire. Il faudrait que les Africains désormais essayent à leur niveau de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne les investissements, en ce qui concerne le travail. Vous voyez, au lieu que nous nous concentrions sur le développement de l'Afrique, nous nous concentrons sur des affaires de jeux de hasard et des rêves parfois qui ne peuvent pas arriver. Donc c'est une affaire intéressante qu'on va suivre parce que pour moi, on n'est qu'au début de cette affaire. Alors, on n'a plus que 3 minutes. On va donner la possibilité à Maître Kakak de donner son avis brièvement sur la question et de laisser également Joseph Olinga ainsi que Zozo Footing se prononcer. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui arrive aujourd'hui en France aurait dû arriver au Cameroun il y a 10 ans. Parce qu'en fait, la société Procosa, dirigée par M. Jacques Dupuy-Dobi, qui a déposé cette plainte en France, avait déjà déposé cette plainte au Cameroun en 2008.
La justice camerounaise avait été saisie, mais curieusement dans ce dossier, et ça je vais le dire ici, le magistrat qui avait la charge de ce dossier et qui a eu l'outrecuidance de convoquer Boloré à l'époque, je peux vous dire qu'il avait été sanctionné. Ni plus ni moins, parce que quand le mouvement est arrivé, on l'a affecté dans une ville de la région du sud-ouest où on ne pouvait même pas accéder parce qu'en réalité, on l'a affecté là-bas pendant près de 3 ans où il avait pour seule activité l'apprentissage de l'anglais. Et donc il ne faisait plus le travail de magistrat. Bon, ça c'est la vérité. C'est pour dire ceci, c'est que la principale leçon que nous devons de tirer de la mise en examen de Vincent Bolloré aujourd'hui, c'est que nous les Africains, nous devons prendre nos responsabilités. Parce que cela soit dit en passant, c'est pas là que je vais chuter. Vous savez, lorsque vous allez en France aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire que ce pays est en faillite. Que ce pays a des problèmes même de gouvernabilité. Parce qu'on a le sentiment que, quel que soit le président qui va arriver aujourd'hui en France, il ne va pas réussir à diriger ce pays. Vous savez pourquoi? C'est parce que la France est le seul pays du bloc occidental qui a axé sa politique de développement sur l'exploitation des colonies. Et lorsque les Africains commencent donc à prendre conscience de cette situation, que les Français viennent là pour nous exploiter, du coup, la France a des difficultés chez elle. C'est pour vous dire ceci, que lorsque nous les Africains, nous aurons compris que quand nous confions des responsabilités à l'un de nous pour représenter les intérêts du Cameroun dans la gestion d'un dossier, ce qui doit être primordial, c'est le patriotisme, c'est la défense des intérêts de la patrie. Je pense qu'on aura compris que l'affaire Bolloré nous aura servi à quelque chose. Merci maître. Joseph Olinga, vous avez également la possibilité de placer 2 mots sur l'affaire Vincent Bolloré et bien sûr les leçons qu'on pourrait tirer pour l'Afrique. Alors la première leçon, c'est que en réalité cette affaire révèle juste un maillon d'un système de corruption qui est largement implanté en Afrique et qui malheureusement implique au premier plan les autorités africaines, y compris camerounaises, parce qu'il y a une connexion Bolloré au Cameroun. Il ne faut pas qu'on l'ignore. La deuxième des choses, c'est que il faut quand même remarquer que de manière assez extraordinaire, voilà un homme qui est présenté comme un opérateur économique, comme un magnat de l'économie française, mais qui fait 80% de sa plus-value sur le continent africain. Alors on est censé avoir des opérateurs qui sont dans les mêmes secteurs. La troisième des choses, c'est que, effectivement, Bolloré, pour ma part, ne me pose pas un problème. Cette affaire devient intéressante si elle permet de démanteler la connexion camerounaise de Bolloré, parce qu'on sait combien de concessions il a dans ce pays, on sait comment ça s'est passé. Vous dites qu'il n'y a pas de temps, on aurait pu en parler. Bon, mais dans le même temps, je mets donc une réserve. Étant donné le niveau d'implication de certains hauts commis de l'État dans ces sessions de concession-là, est-ce qu'on peut penser que l'enquête telle qu'elle a éclaté de l'autre côté au Togo et puis en Guinée-Conakry, est-ce qu'on peut penser, connaissant notre système, connaissant jusqu'où certaines personnes sont mouillées, comme on le dit en camerounais, est-ce qu'on peut compter sur la justice camerounaise, même dans le cadre d'une commission rogatoire, pour faire ce travail? Il ne reste qu'un espoir, c'est que la justice, le tribunal de Nanterre qui a déclenché l'affaire, qu'il se saisisse je sais pas, c'est la juridiction camerounaise. Ils ont une expression qui permet que la justice française puisse venir enquêter ici, mais qu'il se saisisse directement de cette affaire, parce que nous connaissons nous les Camerounais, en se regardant dans les yeux, je ne pense pas qu'on ira arrêter qui que ce soit qui a donné une concession à Bolloré au Cameroun. D'accord. La connexion, on la sait, elle est très large. Zodi Forting, c'est avec vous qu'on va terminer. Vous décidez de prendre cette affaire par quel bout? Oui, bon, je dis qu'aucune leçon à tirer, parce que moi, s'il y avait une leçon, c'est une leçon de démocratie. La France vient démontrer qu'il n'y a pas d'homme puissant devant la loi. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. On a beau être panafricaniste, on a beau aimer l'Afrique, mais à un moment donné, lorsque des personnes que nous pensons qui nous causent du tort disent la vérité, acceptons au moins que Vincent Bolloré, qui est l'homme qui fait le président en Afrique, monsieur tout permis, et a quand même est saisi, est aujourd'hui mis en examen. Je vous rappelle qu'une mise en examen, ce n'est pas le juge qui le met en examen, qui allait mener une enquête, c'est suite à une révélation. Donc je me dis,
nous avons une seule leçon à tirer. C'est une leçon de nul n'est au-dessus de la loi sur d'autres cieux. D'accord. Et c'est avec vous qu'on va terminer cette émission, très chère. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous également, Parfait Voum. On rappelle que juste après droit de réponse, vous pourrez vous déplacer pour Bouddha, où vous allez au meeting, finalement, qui va permettre de présenter Joshua aussi à ses électeurs de ce côté-là. On vous souhaite un très bon voyage. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés connectés tout au long de cette émission. On va se retrouver dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne, si Dieu le veut bien. Excellent dimanche à tous.